Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'info, ce numéro spécial que l'on va consacrer à l'économie et au social. Je vous le disais la semaine dernière, rappelez-vous, les cantonales arrivent et à cette occasion, nous allons revenir avec nos invités sur l'actualité de l'année 2014. Je vous propose de retrouver mon invité, il nous attend à 2 pas d'ici. Je viens de retrouver mon invité. Il s'agit de Jacques Martial Henry, qui est premier vice-président du Conseil général chargé de l'action sociale, de la santé et l'administration générale. Jacques, bonjour. Rebonjour. Nous allons continuer avec vous à parler de tout ce qui est économie et social, donc des sujets qui ont marqué l'année dernière, 2014. On va commencer, Jacques, avec ce sujet inquiétant, Mayotte, avec le sida. Le sida, où en est-il? Je vous propose de regarder ce reportage pour en savoir davantage. 10 à 12 nouveaux cas de VIH sont déclarés chaque année pour 100 000 habitants, selon l'Agence régionale de santé. C'est indéniable, le sida est présent à Mayotte et pourtant la maladie est taboue. Plus tabou que par le passé, car si l'on en croit le Conseil général, la sensibilisation a reculé ces dernières années. Le Conseil général a continué à financer des associations pour mener les actions de sensibilisation. Mais ces actions, aujourd'hui, je dirais que c'est un échec parce que on avançait beaucoup plus des personnes et non des informations. Échec du milieu associatif, les mots sont forts. Du côté de Nari Kemsada, seule association de Lille à œuvrer pour la prévention et l'accompagnement des personnes séropositives, la balle se situe pourtant dans le camp des politiques. En dehors de quelques associations dont Nari Kemsada, personne n'en parle. Et nous pensons, nous soutenons que le sida se soigne aussi par la politique. Tant que les politiques ne se saisiront pas de cette problématique sociétale, les choses n'avanceront pas. Les politiques, c'est qui? C'est le Conseil général, c'est les communes et bien sûr les services de l'État. Aujourd'hui, 193 patients séropositifs seraient suivis par le centre hospitalier de Mayotte. Parmi eux, environ 60% de femmes, souvent dépistées pendant leur grossesse. D'où l'importance de se faire dépister le plus rapidement possible pour mieux prévenir les risques. Une maladie présente à Mayotte, mais qui reste encore tabou, Jacques. Oui, effectivement, il faut lutter contre ce tabou et c'est l'implication des associations, des collectivités locales, de l'État, l'implication de tout le monde pour qu'on puisse y arriver parce qu'aujourd'hui, on ne meurt pas du sida. Le sida, on reste toujours séropositif. Mais il y a des traitements qui permettent à la personne de vivre dans la communauté dignement. Et je regrette qu'en 2014, il n'y a pas eu de journée de sida à Mayotte. Il y a eu une association qui, pendant longtemps, a célébré la journée contre le sida. Mais à un moment, je ne critique pas, mais on confondait affaires et animation des actions contre le sida, en ce sens que l'année dernière, il n'y a pas eu d'organisme qui s'est proposé pour célébrer la journée contre le sida à Mayotte. J'ai moi-même pris part
une conférence internationale contre le VIH et hépatite qui a eu lieu à La Réunion. Pour la première fois, Mayotte a été invitée à cette conférence régionale et internationale qui est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Pour cette année, je crois vraiment que les associations vont se mobiliser, vont s'organiser parce que les actions de lutte contre le sida ne se cantonnent pas uniquement à des manifestations culturelles, mais il faut plus profond, il faut aller au fond des choses. Des thèmes, il faut l'intervention des spécialistes, il faut... Je regrette aussi que le secret professionnel en la matière n'est pas protégé. Souvent, des agents hospitaliers ou des agents qui peuvent travailler dans les PMI, qui peuvent connaître certaines personnes qui portent le VIH, ils divulguent, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, ils divulguent ces informations. Et des fois, une personne ne peut pas avoir le sida, mais que tout le monde va raconter que la personne a eu le sida. Nous sommes dans une société où la radio cocotier fait autant d'écho que Kwezi TV d'ailleurs. Mais il faudra aussi canaliser toutes les informations pour que celles-ci soient divulguées d'une manière la plus objective. Donc des comportements qui pourraient constituer un frein au dépistage selon vous. Voilà, ce sont des comportements qui peuvent constituer un frein. Avant-hier, j'étais avec une personne qui est très connue à Mayotte, qui doit avoir les cinquantaines, qui une personne qu'on pourrait comprendre, croire qu'il comprend tout. Or, elle a avoué devant moi, c'est un homme, il a avoué devant moi qu'il va à Mada, elle côtoie, que ce soit à Madagascar ou à Mayotte, parce que c'est ce qu'il va faire à Madagascar, il le fait aussi à Mayotte sans se protéger. Mais il le dit sans aucun gêne. Et j'ai trouvé ça très grave venant d'une personne qu'on estime capable de discerner, capable de comprendre qu'il ne se protège pas lui et il met en danger la vie des autres. Tout à l'heure, Jacques, vous disiez que le sida ne tue pas, tue plus, on ne meurt plus du sida. Est-ce que c'est pas par ce genre de paroles justement qu'on favorise ce genre de comportement où les gens négligent justement le fait de se protéger? Du tout, parce que on est contraint à vie à consommer des médicaments. Et beaucoup de gens meurent dans le monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui meurent, par exemple dans les pays où on n'a pas accès à ces soins. Mais dans les pays où on a accès à ces soins, la personne est obligée de changer de mode de vie. Les traitements sont lourds. Quelles que soient les circonstances, c'est très difficile. Et en plus, vous imaginez les enfants qui naissent et qui attrapent le sida parce que leur mère était porteuse. C'est très difficile. Donc, j'invite vraiment les associations, j'invite le Conseil général, j'invite qui est aussi chargé de la santé en ce qui concerne les PMI, la protection maternelle infantile et puis le CHM, qu'on puisse cette année vraiment s'impliquer parce que effectivement, moi j'ai été choqué en 2013 quand on a organisé une journée contre le sida à Koropa et qu'on payait 75 € pour pouvoir avoir accès à l'action contre le sida. C'était devenu une affaire des élites et une affaire d'argent. Et je ne suis pas sûr que l'argent a sa place dans la lutte contre le sida ou contre les maladies infectieuses. Donc pour vous, cette année, ça sera une année durant laquelle il va falloir justement mener des actions concrètes à l'adresse même de ces personnes atteintes. Absolument. L'année dernière, il y a une association qui avait demandé le concours du Conseil général à hauteur de 10 000 € juste pour faire un concert.
Un cancer. Moi, je crois que la lutte contre le sida, les actions thématiques ne concernent pas uniquement aller danser et chanter. C'est pourquoi j'ai refusé. Je souhaite que les porteurs de projets se restructurent, soient vraiment porteurs d'un message et qu'ils s'organisent de telle sorte à ce qu'ils arrivent à toucher le plus grand public d'une manière professionnelle et organisée. Merci beaucoup Jacques pour ces précisions. On va continuer avec un autre sujet qui a également marqué l'année 2014 et ce début d'année 2015, les coupures AEDM, les coupures d'électricité qui ont été fréquentes, on le rappelle. Je vous laisse regarder ce reportage. 3 heures étaient annoncées pour le rétablissement de l'électricité. Les délais auront été respectés avec un retour progressif de l'alimentation sur le nord vers 16h20 pour s'étendre ensuite point par point au reste du territoire. Cette fois, l'identification rapide de la panne aura permis une intervention ciblée des techniciens. Il s'agit donc d'une mauvaise passe pour le fournisseur d'énergie et pour la population, puisqu'en un an, 3 très grosses pannes ont secoué le territoire. L'amélioration du système est en cours. Il y a d'ailleurs nécessité, pour mémoire, un investissement global de 128 millions d'euros, avec la pose notamment de 3 nouveaux moteurs dernière génération à Longoni et la réalisation de la première ligne haute tension mahoraise qui sera mise en service dans les prochaines semaines. En attendant, le ras-le-bol de la population commence à se faire entendre. Tous espèrent un peu de répit et de garder leurs bougies bien à l'abri. Jacques, ces coupures répétées, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, moi je rigole quand les gens sont paniqués, quand les gens oublient vite. Moi, vous savez, j'ai une quarantaine d'années, j'ai 41 ans. J'imagine ceux qui sont nés avant moi, ce qu'ils ont connu. En plus, moi j'ai vécu à Mamoudzou. Imaginons ceux qui ont vécu loin de Mamoudzou. On n'avait pas l'électricité dans ce pays, il n'y avait rien. Les gens oublient vite. Et il suffit que le courant soit coupé 1 heure, que tout le monde oublie que pendant toute une année, chacun avait une lampe de poche. Mais le contexte est différent, on a un certain confort de vie et on s'y habitue vite. Oui, mais les gens oublient vite ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont. Ce n'est pas les quelques coupures d'électricité d'EDM qui vont... oui, il faut s'adapter avec le jour où il y a les coupures. Mais beaucoup de gens mettent en avant le fait que ces coupures ont des conséquences négatives aussi sur notamment leur électroménager, leur bien matériel, même aussi pour certaines entreprises sur leur activité. Donc les conséquences, je ne suis pas matérialiste. Les conséquences sont quand même là, elles sont visibles, Jacques. Oui. Mais moi, je ne suis pas matérialiste. Je suis contre cette occidentalisation à l'outrance. Je suis contre le fait que... Mais économiquement, ça touche les Mahorais, ces coupures. Comment économiquement ça touche Une entreprise qui ne peut pas travailler parce qu'il y a une coupure de courant pendant 3 heures. Oui, mais il attend. Mais en tout cas, les gens oublient vite. Les gens oublient ce qu'ils étaient. Et nous avons... les ordinateurs ont remplacé nos cerveaux. Voilà, vous trouvez quelqu'un qui a un congélateur plein pendant toute une année, alors qu'il n'ouvre même pas son congélateur pour se nourrir, alors qu'il y a des gens qui ont faim. Qui peuvent, à l'époque, les gens partageaient parce qu'il n'y avait pas ces objets. Et que au moins ça leur permet de réfléchir et ça leur permet de devenir humains, parce que quand l'électricité est coupée, ils vident tout ce qu'il y a dans le congélateur pour partager. Franchement, je suis contre cette occidentalisation à l'outrance. Je suis contre cette manière vraiment que l'individu est aliéné par des objets matériels, et il n'y a que les matérialistes qui sont très touchés quand et ça démontre vraiment ce que l'individu n'est plus... il y a une déshumanisation de l'homme. Donc pour vous, concrètement, lors de ces coupures, alors ça là, moi, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai connu pire. J'ai connu 365 jours où il n'y avait pas d'électricité. À notre temps, il n'y en avait pas ça.
Elle n'avait pas ça. On se prend pour qui? On oublie ce que nous sommes, d'où nous venons. Et est-ce que justement ces coupures répétées ne sont pas aussi l'occasion de réfléchir à d'autres possibilités énergétiques, en fait, d'autres pistes? Je crois que c'est un sujet qui me pousse à philosopher. Oui. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ce monde des portables, dans ce monde des machines, dans ce monde du tout technologie, en fait. Où l'individu s'autodétruit lui-même, dans ce monde où on fabrique des armes pour aller tuer des innocents. Je ne me retrouve pas dans ce monde. Et franchement, je n'ai pas envie de philosopher, mais j'estime qu'on ne se contente pas uniquement du peu pour mieux vivre et partager, mais on se contente toujours d'inventer, et à chaque fois qu'on invente quelque chose, on l'exhibe, on devient fier de cette invention. Quelques temps après, on dit que oui, c'est devenu désuète, donc il faut autre chose. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où aujourd'hui nous subissons des objets nous sommes devenus des esclaves des objets qui sont nés de nos propres fabrications, quoi. Mais est-ce que les Maoris ont beaucoup attendu la départementalisation? Ça en fait partie aussi, le développement, Jacques? Oui, mais le développement, pour moi, ce n'est pas l'autodestruction de l'humanité. Ça, ce n'est pas pour moi un développement. Je suis savoir pour faire la part des choses. Un développement équilibré, un développement qui s'incorpore à travers l'environnement naturel et l'environnement culturel de l'individu. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un homme de Cro-Magnon, mais je crois que la manière dont ce développement est géré, c'est une régression, parce que c'est pas l'homme qui se développe. Au contraire, l'homme ne se retrouve plus dans ce développement. On parle justement, vous parlez d'humanité, Jacques. Je profite de l'occasion pour faire la transition sur le sujet qui va suivre. Donc, vous vous rappelez des émeutes qu'il y a eu entre Majicavo et Kaweni, c'était il y a quelques mois, suite à un match de football. Des familles ont été touchées par ces émeutes, par ces violences. Elles se sont retrouvées sans bien et elles ont été relogées au stade, dans le gymnase de Cavani. Elles ont dû le quitter peu de temps après. Je vous laisse regarder ce reportage et on en parle juste après, Jacques. Des lits de camp ou des matelas à même le sol. Hier soir, le gymnase de Cavani s'est transformé en véritable camp de réfugiés. Une situation très précaire dans laquelle se retrouvent une dizaine de familles. Tous vivaient dans le quartier d'Isma, à Kaweni, à l'épicentre des émeutes. Tous ont tout perdu. Oui, c'est là où je dors. On nous a donné ce lit-là, donc mon fils il dort là. Moi, je dors ici. C'est tout ce que j'ai pu sauver, c'est le vêtement qui était sur moi. Mais là, j'ai trouvé un vêtement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sauvé, c'est ce sac-là. Et ma porte-monnaie, qui a ma carte de séjour. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu sauver. Et mon téléphone. Et mon fils aussi. Donc voilà. Hébergés ici en urgence depuis hier 21h par la mairie de Mamoudzou, ils témoignent de l'extrême violence dont ils ont été victimes. Donc on s'est enfermés à la maison parce qu'on s'est dit ils ont amené des coups de machette et tout ça. Et du coup on sent la chaleur et tout et on s'est rendu compte qu'ils ont mis le feu. Aujourd'hui je me sens très faible parce que j'ai tout perdu. J'ai même pas de toit pour mon fils. Je peux pas. Pour l'heure, la mairie de Mamoudzou n'a pas souhaité s'exprimer, mais nous savons qu'un agent a été mobilisé pour faire l'inventaire des dommages subis par chaque victime, en espérant qu'une situation moins précaire s'offre à eux dans les plus brefs délais. Jacques, des familles qui ont bénéficié d'un élan de solidarité qui n'a pas duré longtemps, puisqu'ils ont dû quitter le gymnase de Cavani. Vous, votre réaction face à cela? Oui, nous ne pouvons que condamner fermement les auteurs de ces actes d'incivilité, de ces actes
très marginaux, qui nous fait honte. C'est inadmissible que pour une affaire liée à une compétition sportive, or le sport, son objectif c'est rassembler les gens, c'est solidarité, assurer une solidarité entre les hommes et les femmes, c'est pouvoir communiquer, partager ensemble. Or, dans ces conditions-là, on n'a jamais vu ces événements à Mayotte. On a connu ces événements en juin, des villages qui vont brûler les villages des autres. On a connu ces événements en Grande Comore, mais on n'a jamais connu ces événements. Jamais on a connu de tels événements à Mayotte. Donc, je crois que quand les gens viennent ici, ils viennent avec des mentalités qui sont très difficiles. Vous allez à Kaweni, demandez aux jeunes de Kaweni ou aux jeunes de Majikavo s'ils se retrouvent dans ces événements du tout. Les jeunes que je connais à Majikavo et les jeunes que je connais à Kaweni, jamais ils seraient capables de commettre. On a nos petits conflits entre nous, mais ce sont des gens qui ont vécu ça chez eux et qui viennent perpétrer ces actes chez nous. Et nous ne pouvons que condamner ces genres d'agissement. Donc, concernant justement ces familles rescapées, la mairie de Mamoudzou les avait logées dans le gymnase de Cavani. Et ça pose aussi la question, Jacques, de la capacité, en fait, ici à Mayotte, de pouvoir réagir lorsque de tels événements arrivent. Une famille qui est rescapée comme ça, où est-ce qu'on peut la loger? Les familles sont rescapées parce qu'il y a un cyclone. Les familles sont rescapées parce qu'il y a une inondation, parce qu'il y a des catastrophes naturelles, des éléments imprévus qui viennent, parce qu'il y a des éboulements de terre, parce que voilà. Mais les familles sont rescapées parce que d'autres sont venus brûler leur maison. Elles se retrouvent à la rue, Jacques. Ces genres de situations ne doivent pas venir dans notre pays. En plus, le maire, il sait que nous allons traverser une saison de pluie. Et là, il prend les dispositions nécessaires pour pouvoir surmonter les difficultés qui seront nées de cette période où on connaît souvent des catastrophes dues à des événements imprévus. Mais en pleine saison sèche, alors qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des événements qui mettraient dans les rues beaucoup de familles. Ça, il ne faut pas croire que le maire est là en permanence pour garder des maisons parce que un bon nombre de personnes va se trouver dans une situation qu'il faut les reloger. Ces genres d'événements ne doivent pas exister sur ce territoire. Et jamais ces événements n'ont existé sur ce territoire. Et ce sont les conséquences très claires de l'immigration clandestine et sauvage. Vous parliez, Jacques, justement des catastrophes naturelles et des cyclones. On est en pleine saison des pluies. Et est-ce que le Conseil général, justement, par rapport à cela, a une politique particulière, vous qui êtes au sein de la maison ? Vous savez, nous sommes dans une société où la séparation des pouvoirs est clairement définie. C'est le maire qui doit gérer le plan des cyclones. C'est le maire qui a un pouvoir de police pour pouvoir sécuriser les zones avec le préfet. À aucun moment, le président du conseil général ou le conseil général n'est concerné. Le conseil général peut être concerné en tant qu'institution. Le conseil général peut accompagner le maire comme on l'a fait après le cyclone Hélène. On l'a fait, on a aidé les communes. Mais l'action préventive n'incombe pas au conseil général. Cette action incombe au maire. Merci beaucoup Jacques pour ces précisions. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. Je vous retrouve juste après la pub.
Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je continue avec mon invité à parler ici de l'économie et de social. On va continuer, Jacques, avec un sujet que vous connaissez particulièrement, celui de l'intercommunalité. Oui, je ne sais pas si je connais particulièrement le sujet de l'intercommunalité, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Vous savez, il est très clair qu'avant le 1er janvier 2014, Mayotte on ne pouvait pas mettre en place un syndicat intercommunal de droit commun parce que la fiscalité locale de droit commun ne s'appliquait pas à Mayotte. Alors Jacques, le sujet qui va suivre concerne les communes de Pamandzi et de l'Abattoir. Je vous laisse regarder ce reportage, nous en parlons juste après. Ce rapprochement historique faisant tomber les frontières à une durée illimitée, il s'agit au préalable de l'élaboration d'un schéma directeur, mais la nouvelle communauté nommée par le développement économique et notamment à travers le développement touristique, le soutien aux activités et projets associatifs contribuant à l'animation et la promotion touristique du territoire communautaire seront encore assurés, tout comme la création et la gestion d'offices de tourisme. On a fait que, je dirais, monter dans le train de l'intercommunalité que je suis persuadé va permettre à nos communes d'apporter des solutions à nos difficultés financières. Donc là-dessus, je pense qu'on accompagne l'histoire qui est, je dirais, irréversible. De manière plus large, des études sur l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité industrielles, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires d'intérêt communautaire seront lancées, le tout sans oublier l'accompagnement des demandeurs d'emploi. La communauté de communes de Petite Terre ira encore plus loin avec la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements sportifs et culturels. Je vois que c'est lui qui a incité les autres à délibérer pour la dissolution du SMIAM. C'est-à-dire Saïd Marwali a compris tout de suite après qu'il fallait créer une communauté de communes de droit commun. Et ils l'ont fait à l'Abattoir. Ça veut dire qu'en Petite Terre, ils n'ont plus besoin d'un syndicat pour construire les écoles, pour construire, et je crois que c'est une trahison à l'égard des autres partenaires, mais tant pis pour les canards boiteux. Le conseil communautaire sera composé de 30 conseillers communautaires. L'attribution des sièges se fera à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale afin de garantir une représentation essentiellement démographique. Le conseil communautaire se réunira au moins 4 fois par an en session ordinaire. Il pourra se réunir en session extraordinaire, soit à la demande du président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Jacques, un outil qui fait rêver, mutualisation des moyens, des financements beaucoup plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme vous le savez, maintenant, puisque nous avons la fiscalité locale de droit commun, je crois que le fait que le préfet signe l'arrêté de dissoudre le SMIAM, le fait que le maire de l'Abattoir et de Pamandzi ait pris l'initiative de créer une communauté de communes, c'est une entorse infligée à un développement institutionnel de ce pays. Parce que jamais dans une commune où il y a l'aéroport, dans une commune où il y a un développement comme Pamandzi et l'Abattoir, on crée une communauté de communes. J'estime que le SMIAM devrait être transformé en une communauté d'agglomération. Parce que le champ de compétences d'une communauté d'agglomération
sont très élargies et très importantes. Ils profitent à beaucoup plus Ils de monde. arrivent à développer le tourisme, à développer l'économie et assurer la gestion des déchets. Je crois que la commune de Pamandzi et de l'Abattoir ne pouvait pas créer une communauté d'agglomération parce que la loi exige une population de plus de 50 000 habitants c'est-à-dire la totalité, c'est le total des personnes qui vivent dans les communes qui s'associent. Minimum 50 000 habitants et que la commune chef-lieu doit avoir au minimum 15 000 habitants. Donc, quand vous prenez la population à Pamandzi et à l'Abattoir, on ne peut pas avoir les 50 000 habitants pour créer une communauté d'agglomération. Ça veut dire que on prend des communes urbaines pour créer une communauté de communes. Or, les communautés de communes, c'est dans les communes les plus éloignées, les plus reculées, les communes rurales qui créent une communauté de communes. Deuxièmement, la population de l'Abattoir va très bien savoir de Pamandzi qu'ils ont été bernés dans l'affaire parce que qui finance la communauté de communes? La communauté de communes est financée par des dotations globales de fonctionnement au même titre que les communes, les collectivités locales, parce qu'une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, ce sont des collectivités locales. Ils sont financés par une dotation globale de fonctionnement et puis par des prélèvements fiscaux. Donc, la commune de Pamandzi, les habitants de Pamandzi et de l'Abattoir doivent payer un impôt au titre de la communauté de communes, doivent payer aussi des impôts pour les verser dans les communes. Donc double imposition. Voilà, ils seront taxés 3 fois. Ça c'est Mandela. Ils seront taxés 3 fois. Et que, en ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, cette communauté de communes doit avoir une unité de traitement de déchets. Ce qui implique... Ce qui est difficile. Doit avoir une unité de traitement des déchets et doit avoir la capacité de construire des écoles. Ce n'est qu'à travers une communauté d'agglomération qu'on peut le faire. Soit à Mayotte, on crée une communauté d'agglomération unique avec la commune chef-lieu Mamoudzou, soit on crée une communauté d'agglomération du sud avec la commune chef-lieu Mamoudzou et une communauté d'agglomération du nord avec la commune chef-lieu Kungu, ou une communauté d'agglomération avec Mamoudzou, Dembeni. En tout cas, nous avons 3 possibilités de créer une communauté d'agglomération pour être dynamique. Et j'intègre au sein de cette communauté d'agglomération le SMIAM. Parce que le SMIAM, c'est-à-dire transformer le SMIAM en communauté d'agglomération. Donc vous êtes contre le fait que le SMIAM meure? Oui, c'est-à-dire qu'il fallait transformer le SMIAM en communauté d'agglomération, auquel cas il ne devrait pas y avoir le syndicat des eaux à Mayotte. Avec des attributions plus larges. Oui, parce que le problème ici, c'est quoi? C'est que lorsque c'est la commune qui construit les logements, c'est la commune qui construit les routes. C'est le SMIAM qui construit les écoles et les équipements sportifs. C'est le syndicat des eaux qui fait l'assainissement et la commune qui construit les routes. Et finalement, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de cohésion. Quand c'est lui qui a l'argent pour construire la route a l'argent, c'est lui qui doit faire l'assainissement n'a pas l'argent. Du coup, on fait les routes, le lendemain, on vient creuser pour mettre les tuyauteries. Et à ce rythme, Mayotte n'ira jamais en avant. Donc, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place une communauté d'agglomération, soit unique, soit une du sud ou soit une du nord, parce que les champs de compétences d'une communauté de communes ne sont pas importantes. Et quand vous avez l'aéroport dans une de ces communes, et faire dans une commune urbaine comme l'Abattoir et Pamandzi une communauté de communes,
Là, Pourtant, franchement, ça a été possible, ça s'est fait, ça a été réalisé. Ils l'ont fait, Oui. mais ils n'auront pas de résultat parce que les champs de compétences d'une communauté de communes ne sont pas importants. Il y a beaucoup de choses que la communauté de communes ne peut pas faire. Dans une commune où vous devez développer l'économie, vous devez construire des hôtels, vous devez vous créer une communauté de communes. C'est dans les communes rurales, les communes de campagne. Ça, le temps nous le dira, Jacques, Oui. ça marchera ou pas. Vous verrez que d'ici 3-4 ans, si Seydou Marouali et Manfour Seydali deviennent impopulaires, c'est à cause de cette communauté de communes qu'ils ont créée, qui n'apportera aucun intérêt à la population. On continue à parler économie, Jacques, avec la société Maïko, avec cette nouveauté lancée l'année dernière. Je vous laisse regarder ce reportage. Vous avez sûrement vu cette canette refaire surface dans les rayons de supermarché. Il s'agit de la Hippo, la blonde mahoraise. Une bière 100% locale dont la production a été reprise par l'entreprise Maïko en juillet dernier. Et son site de production faisait l'objet d'une visite du président du Conseil général ce matin. L'occasion pour Maïko de souligner ses ambitions pour cette marque locale. La société ASM, on vient juste de la reprendre et on produit une nouvelle bière qui s'appelle la Hippo. Et on veut la développer parce qu'on veut développer cette production locale, parce que pour nous c'est un enjeu important pour le développement du territoire mahorais. Il faut savoir jouer collectif, développer les produits locaux et développer l'économie locale. Pour le président du Conseil général, cette visite n'est pas anodine. Maïko ASM symbolise pour lui le succès d'un partenariat entre la collectivité et les entreprises locales sur le dossier de l'octroi de mer. 2014 est l'année de la mise en place de l'octroi de mer où il y avait un risque réel sur la destruction d'emplois, en particulier sur la production locale. Je peux considérer quasiment un an après la mise en place de l'octroi de mer, que finalement, toutes les mesures que nous avions prises, les réunions de concertation avec les acteurs économiques que nous avions tenues en 2013, ont permis de préserver l'emploi et a permis de faire en sorte que l'activité de production locale se poursuive. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. À sa création en 1997, Maïko comptait 35 salariés. Ils sont plus de 100 aujourd'hui, dont 11 pour la production de la bière Hippo. L'histoire de l'entreprise, premier producteur et distributeur de boissons de l'île, est donc un très bel exemple de réussite locale. Jacques, une bière brassée à Mayotte est vendue localement. Vous savez, moi je suis musulman et je suis fier de l'être. Je n'ai jamais consommé l'alcool de ma vie et j'invite tout le monde à ne pas consommer l'alcool. Je respecte la liberté de chacun, mais je ne suis pas très fier qu'à Mayotte on produit la bière. Ça, c'est au plus profond. C'est votre position. Et je ne suis pas du tout fier qu'à Mayotte on produit la bière. Qu'à Mayotte, vous trouvez des canettes de bière qui traînent partout. Ici, on consomme plus de bière que de Fanta. Lorsque nous envoyons les agents là pour aller nettoyer, dans les endroits où les gens s'assoient, mais on ramasse plus de canettes de bière que de Coca-Cola, de Fanta ou Oasis. Et puis on aime exhiber que Mayotte c'est 95% ou 99% ou 100% musulmans. Mais attendons, soyons sérieux. Je suis favorable à un islam tolérant comme l'islam de Mayotte. Et que pour moi, si une personne veut consommer sa bière ou son whisky, on ne peut pas l'empêcher de le faire. Mais je trouve qu'à Mayotte, on consomme trop d'alcool. Trop. Dans une petite île comme ça, la consommation d'alcool est très élevée. Et il ne faut pas s'étonner de ces phénomènes de délinquance parce qu'ici, les gens ne consomment pas avec modération. Et peut-être c'est dû à quoi cela, Jacques, le fait que les gens ne consomment pas avec modération, ici particulièrement à Mayotte?
Alors ici, c'est pourquoi je suis de ceux qui croient que nous devons assurer des actions d'éducation populaire et d'équilibre alimentaire, parce que ici, pour avoir bien mangé, c'est parce que vous avez bien rempli votre ventre, jusqu'à ce que vous êtes gavé. Là, ça veut dire que vous avez bien mangé. Mais ce n'est pas ce que vous avez mangé qui vous dit que vous avez bien mangé ou pas. Et pour avoir bien bu, c'est parce que vraiment vous vous êtes gavé. Alors, c'est pourquoi les gens ont toujours, en ce qui concerne les nourritures, les gens vont jusqu'à l'excès. Et encore une fois, même dans la consommation des bières, les gens vont jusqu'à l'excès. C'est pourquoi nous sommes confrontés à des problèmes d'obésité. D'obésité, parce que les gens ne savent pas manger. Nous sommes confrontés à des problèmes liés à la consommation excessive de l'alcool. En tout cas, à Mayotte, les gens boivent trop d'alcool. On continue, Jacques, et on finit avec ce sujet. Les vendeurs à la sauvette qui ont pris beaucoup de place ces derniers temps dans la commune de Mamoudzou. On les voit généralement aux alentours du marché couvert et dans les rues de Mamoudzou. La mairie a du mal à les déloger puisque malgré les nombreuses actions menées, ils sont toujours là et causent beaucoup de tort aux commerçants. Je vous laisse regarder ce reportage. Les marchandises sont étalées sur un tissu qui fait office de panier. Dès que les policiers municipaux et nationaux font une descente, ils prennent la peau d'escampette. Malgré des contrôles réguliers, le nombre de vendeurs à la sauvette augmente. Sacs à main, bijoux, sous-vêtements, produits alimentaires et ustensiles de cuisine. Ces vendeurs sont prêts à tout vendre pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Au niveau B, au niveau local, les charia local, kawasi azimaora. Na wantu waudzao wanu. Wanu wantu ikomba izmarkwazi rengo wani wao wasilea wana wa Shifaransa, yo faida ya Shifaransa. Ils restent sous le soleil toute une journée pour avoir 20 à 100 €. L'essentiel pour eux est de trouver du travail et de ne pas rester à rien faire. Cette consommatrice préfère les voir dehors dans les rues à vendre plutôt qu'ils aillent cambrioler les maisons et les entreprises. Quelques-uns des vendeurs à la sauvette font du porte-à-porte pour écouler leurs produits qu'ils achètent depuis Dubaï. Certains pensent que si dans leur pays d'origine ces familles pouvaient y travailler, alors elles ne seraient pas venues à Mayotte. Cette situation n'existerait pas. Reste à savoir ce que vont devenir leurs enfants nés sur le sol français. Si les choses changent chez eux, continueront-ils à vivre à Mayotte ou repartiront-ils sur leur île d'origine ? Une situation qui se répète encore et encore, Jacques, et on a l'impression qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Je ne pense pas que c'est impossible de traiter cette situation et l'affaire est plus grave que vous le croyez. Ici, n'importe qui peut prendre ses charbons, allumer le feu sur les trottoirs pour vendre ses brochettes le soir. Ça, les gens ne voient pas. Quand les gens amènent des glacières avec des gâteaux, on ne sait même pas comment ils ont été fabriqués, qu'on les amène devant les portails des établissements scolaires et quand les enfants sont en récréation, chacun amène 20 centimes pour acheter ces gâteaux pour les consommer, alors que les gens qui vendent ces produits à nos enfants ne sont pas habilités. Il n'y a aucun contrôle sur la manière dont ces gâteaux ou ces jus qu'on met dans les bouteilles plastiques, on ne sait même pas où est-ce qu'on a trouvé ces bouteilles plastiques. Ça, c'est très grave. Quand les gens vendent, chacun veut vendre partout des poissons là où il veut, sans qu'il y ait les conditions d'hygiène et de sécurité ne soient respectées, c'est très grave. Donc je crois que ce n'est pas uniquement les vendeurs là qu'il faudra indexer, mais c'est tout un système qu'il faudra organiser, qu'il faudra interdire. Quand vous allez à Moroni, en Grande Comore, à Volo-Volo,
et vous allez en juin dans le marché de Mtsamoudou, mais c'est inadmissible ce qui se passe. Donc ce sont ces mêmes personnes qui viennent ici avec les mêmes pratiques de ce jeu. Là encore, ce sont les effets négatifs de l'immigration clandestine et sauvage dont les Mahorais cautionnent. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous pour justement enrayer ce problème ? Je crois que nous devons demander le concours de l'État, nous devons prendre les mesures nécessaires, connaître l'origine de ces produits. C'est ce que les gens vendent là, ça s'est pas venu comme ça. Qui les a importés? Qui leur fournit ces marchandises? Et ça, il faut qu'on le sache. Donc, il faudra vraiment remonter à la source pour savoir comment il faut lutter contre ça. Parce que quand personne ne leur fournit ça, ils ne viendront pas vendre comme ça. Jacques, merci beaucoup pour ces précisions. J'aimerais, avant de terminer cette émission, revenir avec vous sur votre mandat en tant que conseiller général et également vice-président, premier vice-président au conseil général ici. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de votre action, s'il y avait des choses à refaire? Alors, s'il y avait des choses à refaire, en tout cas, je suis très fier de mon mandat. Je crois, j'ai été quand même, je me suis battu tant que faire se peut à défendre les intérêts de la population. J'ai mis en place l'Observatoire pour la protection des mineurs, j'ai mis en place la commission paritaire pour les agréments des familles d'accueil, j'ai mis en place le code d'ERPA, le comité départemental des personnes retraitées et des personnes âgées, pour les retraités et les personnes âgées. J'ai mis en place la commission d'aide d'urgence pour intervenir afin de maintenir la population dans leur habitat, pour les aider à payer les factures d'eau, électricité et pour les aides d'urgence en cas de nécessité. Je me suis battu pour mettre en place un cadre afin de lutter contre les abus, afin de favoriser la justice, afin que les usagers aient les mêmes droits face à l'administration du conseil général pour que les règles soient transparentes. Et pour ma part, je suis très fier de l'action que je menais personnellement. S'agissant de l'action menée au Conseil général, je crois que il n'y a pas, je regrette qu'au Conseil général, il n'y a pas une orientation commune. Vous en avez souffert, ça? Ah oui, absolument. Lorsque vous faites partie d'une majorité, alors que vous ne voyez pas où vous allez, c'est-à-dire la majorité n'est pas basée sur un projet ou l'opposition n'est pas basée sur un projet. Du coup, il n'y a aucune différence entre une personne qui est dans la majorité ou une personne qui est dans l'opposition. Parce que c'est les orientations qui doivent nous déterminer si vous êtes dans la majorité ou vous êtes dans l'opposition. Soit vous partagez les orientations, que ce soit économique, sociale, institutionnelle, dans tous les domaines. Mais vous êtes dans la majorité, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la majorité. Quand vous êtes dans la majorité, vous avez plus de CES à donner au contrat emploi solidarité à donner aux gens que celui qui est dans l'opposition. Mais en réalité, il n'y a aucune différence entre celui qui est dans parce qu'il n'y a pas une idéologie qui est partagée ni des orientations. Et ça, je le regrette vraiment. Je vous remercie. Donc, c'est ici que s'achève ce numéro des Rendez-vous de l'info. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonne soirée à vous sur KTV.